Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, en plein cœur du vieux Saint-Jean. Cathédrale, musée, place du marché, hôtel de ville et mon bureau juste derrière, le bureau de comté au 188 rue Longueuil. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne du député au service de la communauté pour essayer de communiquer plus et de communiquer mieux. Il y a des entrevues, c'est des conversations, des échanges avec des membres de la communauté, des organisations, des leaders. Bref, c'est pour communiquer. Voici ce que ça donne. Un des premiers événements que j'ai fait comme député, où j'ai assisté dans le comté, c'était la première nuit des sans-abri dans le comté de Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Remarquez qu'il y en avait eu 29 nuits des sans-abri par le passé, un peu partout au Québec, à Montréal en particulier. Mais le fait qu'il y ait une nuit des sans-abri à Saint-Jean, c'était déjà un événement. Et pour moi, l'événement, c'était un des premiers événements où j'assistais en tant que député. Là, on arrive au premier anniversaire de mon élection et donc on arrive à une autre nuit des sans-abri. Ça va se passer cette année à la mi-octobre. C'est Philippe Bernier-Levac qui va nous dire quand exactement, parce que je viens d'oublier si c'était le 15 ou le 16, mais c'est pas le 18. Grave, le 18. Et Philippe, toi, tu es avec le point commun, c'est ici ça. à côté. Maison Le Point commun. Dans le fond, c'est un triangle extraordinaire. Il y a le musée où on va tous être le 18 au soir. Il y a le point commun qui est juste sur le bout du coin. Moi, je suis sur le coin de la rue Longueuil, puis toi, tu es sur l'autre coin. Toi, tu fais quoi au point commun? Au point commun, je suis intervenant au suivi communautaire en santé mentale. Et avec la nuit des sans-abri, tu fais? Je fais partie du comité d'organisation de la Nuit des sans-abri, qui est organisée par la table de concertation en itinérance de Saint-Jean, qui regroupe, là, je dirais, une trentaine d'acteurs du réseau communautaire et du réseau de la santé, là. Et qui travaille sur un projet dont on parlera pour avoir des places locales qu'on n'a pas et qui font en sorte que quand les policiers ont un itinérant et qui a besoin d'aller quelque part, le quelque part, c'est dans l'autobus, puis il s'en retourne à Montréal, puis à partir de là, on lui trouve s'il y a moyen. Effectivement. Mais ça, c'est le bout de l'histoire. On va commencer par le début de l'histoire. J'ai dit tantôt que c'était la première année de la Nuit des sans-abri l'année dernière à Saint-Jean. Effectivement, là, le journaliste en moi a compris qu'il y avait quelque chose qui venait de se passer. Là. Après 29 ans de nuit des sans-abri un peu partout au Québec, dans les grandes villes, qu'il y en ait une à Saint-Jean, c'était pas le fruit du hasard, c'était pas parce qu'on cherchait quoi faire ce soir-là. Là. Il y avait un besoin. Là. Absolument. Dans le fond, c'est que la population de Saint-Jean s'est rendue compte que l'itinérance, c'était pas seulement à Montréal. Ce qui fait que l'itinérance est un petit peu plus invisible ici, c'est qu'il y a beaucoup d'itinérance cyclique ou situationnelle. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont être dans la rue un petit bout puis qui vont se retrouver après ou qui font des in and out. L'itinérance chronique était moins présente. Mais plus le temps avance, plus il commence à en avoir. La population s'en rend compte, puis évidemment, les acteurs du social s'en sont rendus compte aussi. Donc, ça a mobilisé une bonne partie, comme je disais, du réseau communautaire puis du réseau de la santé autour de la question. C'est pas parce que les gens couchent pas sur le trottoir toutes les nuits, 365 jours par année, qui sont pas itinérants. Effectivement. Les gens qui n'ont jamais fait d'itinérance et qui ont jamais été exposés à l'itinérance ou des sans-abri, pour eux, c'est juste quelqu'un qui a pas de toit. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas un toit qu'on vit en itinérant à longueur d'année. Il y a des bonnes périodes, des périodes plus faciles, des périodes plus difficiles. Ici, c'est circonstanciel, beaucoup, j'imagine, aussi avec les saisons, parce que la proximité de Montréal fait en sorte qu'il y a effectivement une sorte de migration pendant l'année.
Effectivement, si on parle d'itinérance chronique, évidemment, il n'y a pas de ressources d'hébergement pour l'itinérance ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on peut s'entendre que pour l'hiver, on va parler de couchsurfing, c'est-à-dire que les gens utilisent leur réseau et couchsurfing, ça veut dire dorment sur le divan d'un, dorment sur le divan de l'autre. En fait, ce qu'on va définir comme itinérance, c'est une instabilité au niveau du logement. Donc, une personne peut être considérée itinérante sans dormir une seule nuit dans la rue. C'est seulement qu'elle n'a pas de toit à elle, elle n'a pas de stabilité en logement, elle bouge toujours. Puis effectivement, là, au niveau de l'hiver, quand le réseau est épuisé, ben là, les gens veulent pas dormir dehors, fait qu'ils vont vers les grands centres, là, où il y a des ressources comme l'accueil Bonneau ou la Maison du Père à Montréal. Et le reste de l'année, quand il fait beau et qu'il fait moins froid, c'est moins risqué pour quelqu'un qui n'a pas de toit de se retrouver ici, puis si le couchsurfing ne marche pas ce soir-là, puis il se retrouve dehors, ben c'est moins difficile à endurer. Donc, c'est pour ça que l'été, il y a une recrudescence, parce qu'il y a des territoires qui sont accessibles à des gens qui n'ont pas de toit pendant l'été ou la belle saison, alors que l'hiver, ils ont tendance à rester collés un peu plus sur Montréal, c'est ça? Effectivement, parce qu'on peut dire que l'été, avec un sleeping bag, on est quand même pas si pire. L'hiver, le sleeping bag, ça fait pitié un peu. Ouais. Et l'important, c'est la définition du sans-abri ou de l'itinérance, c'est que on est pogné avec le problème, c'est juste qu'on ne le voyait pas. En tout cas, on ne le remarquait pas tant que ça. Mais on en a un problème, parce que du monde qui erre dans la rue toute la journée, même quand ils ont un toit, on n'est pas loin de l'itinérance, là. Ils ont beau avoir un toit, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de vocation dans la vie, ils ont plein d'amis, mais en même temps, ils n'en ont pas. On n'est pas loin de l'itinérance. Ça fait partie de la même problématique, là. Effectivement, l'itinérance, c'est une histoire de vie. C'est une situation de rupture qui a été causée par plusieurs facteurs. Donc, au niveau de... Il y a eu, en fait, l'année passée, un décompte de l'itinérance sur la Rive-Sud. Et on a été capable de rejoindre 284 personnes dans la région de la Rive-Sud, ici, qui est en situation d'itinérance chronique, situationnelle, peu importe. Donc, c'est plus que ce qu'on pensait. Puis, il y a eu des statistiques qui sont sorties là-dessus. Les premières causes qui ont été identifiées par ces personnes-là, c'est en premier les dépendances, que ce soit à la drogue, l'alcool ou au jeu. Ensuite, les problèmes de santé mentale. Ensuite, les ruptures familiales, que ce soit une séparation avec un conjoint ou un jeune qui s'en va de chez ses parents ou qui sort du centre jeunesse. Donc, on parle vraiment de rupture. Puis effectivement, quand on voit des gens qui sont... qui errent dans les rues, qui vont quêter, qui sont en isolement social, c'est des facteurs de risque et ils sont pas loin de se rendre itinérants à ce moment-là. C'est drôle parce que, c'est pas drôle, mais ça me fait penser, on dit souvent qu'un des problèmes avec notre économie, même si on est en pénurie d'emploi, puis tout ça, un des problèmes, c'est que la plupart des gens sont tellement endettés que s'il arrivait un pépin puis qu'ils perdaient leur emploi la semaine prochaine, dès la semaine d'après, ils seraient dans le trouble. Ça m'a fait penser au parallèle que l'itinérant, il a beau avoir un toit, il est livré à lui-même. S'il ne va pas chercher les ressources, puis les ressources ne le trouvent pas, il est à lui l'itinérance. Oui, c'est ça. Alors, ça prend des ressources. Il y a un panier de ressources, mais en même temps, je viens de dire, je pense, la chose qui est importante, malgré toutes les ressources, on ne peut pas identifier tout le monde. La preuve, c'est qu'il faut les compter des fois pour essayer de les trouver. Et encore faut-il qu'ils lèvent la main des fois pour être capable de les trouver puis qu'ils fassent appel au système. Effectivement, qu'ils lèvent la main, mais il y a aussi un gros travail de recherche qui est fait, entre autres par les travailleurs de rue. Ici, à Saint-Jean, il y en a quelques-uns qui vont travailler au niveau de l'itinérance. Parce que, évidemment, souvent en itinérance, il va y avoir une méfiance envers tous les services institutionnels. Les hôpitaux, les services de police, les services d'urgence. Donc, au niveau des services communautaires, plus de proximité, c'est comme moins engageant. Le travailleur de rue vient te voir dans ton milieu, regarde tes besoins. C'est plus facile de le voir comme un allié. Effectivement, la coexistence, la cohabitation est pas toujours facile pour tout ce monde-là qui passe des moments d'incompréhension, à pas savoir de quoi ils ont besoin, ce qu'ils veulent, ce qu'on peut leur donner, ce qu'on peut
c'est comme si c'était une société parallèle. Je me trompe-tu? De l'intérieur, ça a-tu l'air de ça? Société parallèle, on pourrait dire ça, parce que c'est une situation de marginalisation. Donc, ces gens-là vivent pas les mêmes enjeux qu'un autre citoyen, dans le fond. Les enjeux sont au niveau des besoins de base. Trouver une place où dormir, trouver une place pour être en sécurité, trouver de la nourriture pour la journée, tandis que les citoyens n'ont pas vraiment la plupart des citoyens n'ont pas ces considérations-là à tous les jours. Évidemment, je m'en allais dire, si on veut comprendre un peu plus et un peu mieux cette société parallèle-là ou la nôtre, c'est-à-dire comment notre société compose avec ces gens-là, la nuit des sans-abri, c'est un bon début. Mais je veux pas qu'on aille tout de suite dans l'annonce de ce qui va se passer pendant la nuit des sans-abri. Je veux continuer de comprendre. C'est géographique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers, et le Vieux-Saint-Jean ici en est un tout naturel, ne serait-ce qu'à cause de la proximité de certains établissements, de certaines ressources. C'est plus facile de le sentir et de le voir ici. Mais les gens des banlieues ou les gens d'ailleurs en ville qui viennent ici, ils savent pas comment aborder ou se faire aborder. C'est pas si compliqué que ça, là. Juste de dire bonjour, déjà, ça aiderait des fois, là. Mais ils savent pas comment vivre ça. Donc, ce que vous parlez, c'est que les itinérants puis les autres citoyens ont de la misère à établir un contact et à se sentir comprendre un l'autre. Là, mais je vois deux mondes parallèles, là. Ben, je pense que vous avez raison à un certain moment. Premièrement, par le fait que, effectivement, il y a le fait que les besoins sont pas pareils entre les citoyens puis les itinérants. On va penser à ceux qui quittent dans la rue. Des fois, on veut pas se faire achaler ou bien on a des préjugés sur ces personnes-là. On fait semblant de pas les voir, ce qui est encore plus insultant que d'autres choses, là. Mais c'est une situation, c'est ça, c'est comme un aboutissement. Puis en même temps, Saint-Jean, ce qui arrive, qui est particulièrement géographique, c'est que nous, on vit dans une région rurale. Donc, les gens de Venise, les gens de Noyant, les gens de Saint-Alexandre qui sont itinérants n'ont pas autant de services que Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est quand même une bonne agglomération. Donc, c'est des gens qui arrivent ici qui connaissent personne. Donc déjà, niveau contact social, c'est difficile. Puis même les gens d'ici, on parle de problèmes de toxicomanie, de santé mentale. Quand on voit quelqu'un d'intoxiqué ou quelqu'un de délirant sur la rue, ça crée un gros obstacle là, à la communication et à la bonne compréhension entre les gens. Pourtant, ça ferait bien du chemin des fois. Hein? Ça ferait bien du chemin. Puis d'ailleurs, les gens seraient surpris, malgré ces statistiques-là qui disent qu'il y a des tendances. On a des histoires de vie qui pourraient surprendre les gens. Des gens qui sont en itinérance présentement, mais qui ont eu une famille, qui ont eu un emploi, qui ont vécu une situation de rupture, qui ont fait une psychose, qui ont commencé à consommer, peu importe. Mais ces gens-là avaient des vies avant. Puis, quand on les voit dans la rue, on n'a pas la tendance à se dire ben cette personne-là a déjà été quelqu'un de productif pour la société ou un citoyen normal. Fait qu'il y a tout ce côté-là là, qui crée la rupture de communication. Puis avant de même penser à en refaire quelqu'un qui pourrait être productif, il faut d'abord s'adresser à son problème. Adresser son problème et essayer de composer avec ses difficultés, parce que c'est des clientèles, j'allais dire lourdes, c'est pas tous des cas lourds, mais c'est des clientèles difficiles, très particulières. Question d'agenda, question de capacité de se rendre à des rendez-vous, question de... ça se complique vite, ces affaires-là. Surtout quand on est border santé mentale, quand on est consommation problématique. Sauter des rendez-vous, il n'y a rien de plus facile quand on consomme. Là. C'est vrai. Alors, c'est difficile. L'intervention, au début, est difficile. Vous autres, j'allais dire, point commun, vous autres, au point commun, vous êtes un groupe très intégré, très capable d'intervenir parce que vous avez... Mais un travailleur de rue, il est plus... il est plus flexible dans ses interventions. C'est ça, dans le trafic, c'est ça. Puis c'est là toute l'importance, justement, que les groupes communautaires puis du réseau se regroupent pour se poser la question, d'où le dénombrement, d'où pourquoi on va demander l'avis de ces gens-là. C'est pour que le service s'adapte à la personne. Parce que si on demande à la personne de s'adapter au service, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça marchera pas. Même à 10h15, ça marchera pas. Là. Parce que c'est pas le rythme de vie de la plupart de ces personnes-là et la capacité de se rendre aussi. Là. C'est ça. Alors, est-ce que, ça, c'est tout ça pour en arriver à ma question qui n'est pas un piège, je te pose
besoin de l'évaluer en termes de qualité, mais est-ce qu'il y a des services? Est-ce qu'on est capable de référer? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'aider? On n'est sûrement pas aussi bien équipé qu'à Montréal, parce que la demande est telle à Montréal que les ressources sont multipliées par 100, mais est-ce qu'on est capable ici d'intervenir? On est capable de répondre à certains besoins. C'est sûr que un des problèmes de base quand on parle d'itinérance, c'est le problème du logement. Dans les dernières années, le logement, les prix ont augmenté beaucoup. La difficulté d'avoir accès au logement, aux habitations à loyer modique, ça crée un obstacle à placer ces gens-là. Par contre, ils font un effort. Il y a des unités qui sont ouvertes l'année passée pour les gens qui sont en situation d'itinérance. Mais avec tout ce bassin de population-là qui vivent l'itinérance, on n'a pas les ressources pour toutes les placer tout de suite. Après, tu as toute la question de la réadaptation. Quand on a vécu dans la rue, de se plier à des règles qui sont, puis des obligations qui sont celles d'un locataire, souvent on va avoir besoin d'aide. Comment gérer son budget, comment s'approvisionner en nourriture, justement. Essayer de diminuer la consommation, avoir des services de santé adéquats, que ce soit au niveau physique, santé mentale. Donc, ça va être un processus. Dans ce processus-là, Saint-Jean a des ressources en santé mentale, des ressources en dépendance, des travailleurs de rue, des centres d'activité où ce que les gens peuvent avoir l'appartenance. Mais la base, qui est le logement, on a une lacune. Là, je ne sais pas si vous voulez l'aborder. Oui, là, on arrive là parce que j'ai fait allusion au début. Ce qui nous manque, pour commencer, c'est un refuge. Là. Quelque chose qui ressemblerait à un refuge, au moins un dépannage pour une nuit, puis éventuellement être capable de rentrer dans une filière où il y aurait plus que du dépannage. Là. C'est ça. Donc, ce qui se parle depuis quelques années, là, c'est de la possibilité d'avoir un centre d'hébergement à court terme qui pourrait accueillir ces personnes-là, qui serait comme un moyen justement de les rejoindre, puis un moyen de centraliser les services. Ça, c'est important. Si on a un refuge ou un centre d'hébergement, ben on a un lien, forcément. Effectivement. Et là, il y a une confiance qui peut se construire. Ce qu'on n'a pas en ce moment, là, ils sont carrément errants. Alors, c'est difficile pour vous autres, difficile pour eux de venir voir, difficile pour vous autres de les trouver aussi. Là. Effectivement. Puis quand on regarde sur la région de la Montérégie, par agglomération, Saint-Hyacinthe ont leur service, Longueuil ont leur service, Valleyfield ont leur service. Puis si on regarde au même taux de population, Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est comme un grand oublié là, au niveau des services d'hébergement, pas en santé mentale, en itinérance. Et cette grande table-là, qui travaille sur le sujet et la question et qui en est arrivé à créer une nuit des sans-abri, ou en tout cas, pas à créer, mais à aider à la création de nuit des sans-abri, ça fait partie de leur agenda. Là. Et c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Là. Ils travaillent là-dessus. C'est pas facile, mais je sais que ça avance. Il y a même été question d'endroits qui étaient potentiellement possibles d'utiliser. Le plaidoyer le plus convaincant pour dire il faut tous qu'on travaille là-dessus et qu'on y arrive, c'est vraiment qu'à partir du moment où on a un point de chute, on est capable d'être disponible pour les gens qui en ont besoin, puis on est capable de mieux les encadrer. Puis il ne s'agit pas de les contrôler, là, mais de les encadrer, d'être disponible pour eux. C'est ça le secret, là. Évidemment, ça rend le contact plus facile, l'établissement d'un lien, puis comment on peut faire. Parce que présentement, souvent, quand on va avoir quelqu'un qui est en situation d'itinérance, qui est à la rue, qui cherche une place où rester pour la nuit, ben, les places les plus proches, c'est l'abri de la Rive-Sud à Longueuil, puis Granby aussi, un centre d'accueil. Donc, on a un fonds d'urgence pour les envoyer là, mais on parle de rupture. Eux, ce qu'ils connaissent, c'est Saint-Jean, on les envoie ailleurs. Puis après ça, s'ils veulent se retrouver un logement, il faut qu'ils viennent ici en autobus chercher des logements. Ça crée un obstacle de plus. Est-ce que la Nuit des sans-abri a aidé l'année dernière à sensibiliser et la clientèle et le public? Sais-tu passé de quoi? On a eu un bon achalandage, un mélange des deux. On a eu des personnes qui étaient en situation d'itinérance ou de pauvreté. En même temps, on a eu des citoyens aussi qui venaient voir. Puis c'est ça un peu le but. C'est, comme on parlait tantôt, de rétablir une communication entre les deux. De voir c'est quoi l'itinérance, c'est quoi leurs besoins. En même temps, c'est un événement qui se veut festif. C'est pas de donner de la misère à des gens, venez passer la nuit avec nous. Il y a de l'animation, il
Il va y avoir des spectacles, il y a du café, il y a de la soupe, il y a des dons de vêtements. Puis il faut pas se laisser aller, pas aller, mais berner par le nom. La nuit, c'est pas la nuit, ça commence aussitôt qu'il fait noir, quasiment à l'heure du souper. Cette année, on a décidé de la commencer plus tôt pour vraiment servir le souper. Fait que cette année, on accueille les gens à partir de 5 heures et ça va se terminer à minuit. Il va y avoir de l'animation jusqu'à assez tard, à 11 heures. Après ça, on va diminuer le bruit. Fait que de 5 heures à 11 heures, on accueille les gens, peu importe qui. Les gens qui se sentent concernés sont les bienvenus. C'est à la place du marché, sur la rue Jacques-Cartier. C'est Jacques-Cartier, en face de la place du marché, effectivement. C'est ça. Et la beauté de cet endroit-là, c'est que s'il pleut, on est à l'abri. On est couvert. C'est la raison pour laquelle il y a tant de monde là, le soir et les nuits parfois, parce que effectivement c'est couvert, puis parce que ça fait partie de ce centre de gravité-là, de où on retrouve, quand on parle de consommation, quand on parle de pauvreté, c'est probablement les endroits les moins chers en ville. Puis, ceci explique cela, comme disait l'autre. C'est juste que c'est en parlant qu'on comprend aussi. Là. Aussi. Et c'est ça qu'on va faire ce soir-là. C'est ça qu'on va faire ce soir-là. On a planifié la soirée pour qu'il y ait de l'animation musicale, mais il va y avoir des allocutions aussi. On essaye d'avoir un témoignage d'une personne qui a vécu l'itinérance. Je peux pas le confirmer encore, c'est pas tout à fait, mais c'est ça. Le but, c'est de mettre en contact, puis comme je disais, tout le monde est les bienvenus. Et on va être là, en tout cas moi je vais être là parce que c'est la façon de prendre la mesure du temps pour moi, mais en même temps la mesure de l'état de ce projet-là qui, évidemment c'est long, là, il n'y a jamais rien de facile, surtout à 30 autour de la table. On m'a dit que juste trouver la date de la prochaine réunion, ça avait presque certain. Oui, effectivement. C'est triste de le dire comme ça, mais en même temps ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille très fort pour essayer de faire avancer les choses. Merci beaucoup Philippe. Ça m'a fait plaisir. Salut.